L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un drôle d'engin. Une machine dont beaucoup de baby-boomers français et anglais se souviennent avec beaucoup de nostalgie. Une sorte de grosse baleine métallique flottant au ras de l'eau avec une grosse jupe en caoutchouc et des hélices sur la tête. Elle allait faire la fierté de deux nations qui se relevaient d'une guerre destructrice et qui allait symboliser pour deux peuples voisins le rapprochement et la paix. Enfin, presque. Pour nous, c'était un engin tout à fait extraordinaire, sur coussin d'air, les jupes qui gonflaient. C'était tout à fait bizarre et différent, évidemment, avec les bateaux qui traversaient la Manche. Pour un gamin, et pas seulement pour un gamin d'ailleurs, il y avait un côté fabuleux. On peut parler de Concorde, on peut parler de l'homme sur la Lune, et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses qui faisaient rêver les gens et qui, d'un seul coup, entrent dans leur quotidien. Cette grosse machine flottant dans l'air à 60 nœuds juste au-dessus de l'eau avec 35 voitures. Franchement, j'avais jamais vu ça. J'étais un adolescent, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment bien ». Quand ils ont été construits, on pensait qu'ils allaient tenir 7 ans. Ils en ont tenu 33, ce qui est assez étonnant. Il fut un temps pas si lointain où nos parents vécurent heureux. La Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et le monde s'ouvrait sur un avenir radieux. Il fallait tout reconstruire. On repeuplait les nations en faisant plein de bébés et les technologies alors réservées à la guerre devenaient l'atout principal d'un monde futuriste. Tandis que les téléviseurs, téléphones et autres gadgets envahissaient les maisons, le monde des transports fit un énorme bond en avant. Avions à réaction, autoroutes et même conquête de l'espace. On avait l'impression que la technologie était la solution en fait à tous les problèmes. Et on imagine qu'en l'an 2000, on va avoir des voitures volantes, on va avoir des choses comme ça. Et puis, voilà, ça s'inscrit complètement dans cette idée-là. Et c'est dans ce contexte qu'apparurent les premiers aéroglisseurs. La grande proximité entre la Grande-Bretagne et le nord de la France, à peine 30 km entre les deux côtes, appelle une liaison maritime innovante. Entre Londres et Paris, deux grandes capitales économiques, entre la France et la Grande-Bretagne, deux grands pays complémentaires par leur culture, il faut être plus rapide qu'un ferry et porter plus de charges qu'un avion. Un bateau entre Calais et Douvres, la ligne la plus courte sur la Manche, nécessite 1h30 entre chargement des véhicules, manœuvres compliquées dans les ports et une vitesse de croisière, disons-le, archaïque face au nouveau monde de la vitesse. Une alternative au bateau est rapidement posée sur la table, avec celle de deux inventeurs qui, au même moment, envisagent de révolutionner le transport maritime avec la même idée. Christopher Cockerell en Angleterre et Jean Bertin en France récupèrent chacun de leur côté une technologie de véhicule amphibie se déplaçant à grande vitesse sur un coussin d'air. Une compétition entre les deux pays qui, malgré l'entente cordiale, va pourtant très vite ressembler à un match de rugby. Autant le projet d'avion de ligne supersonique Concorde a réussi à allier les deux frères ennemis dans le ciel, autant le projet qui allait survoler la Manche partait sur un mauvais pied. Quand il s'agit de voler 2 fois plus vite que le mur du son, tout le monde est d'accord, mais pour voler à même pas 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, eh bien là, ça se complique. Les Anglais sont d'une culture maritime, tandis que les Français, eux, sont plus accrochés à la terre.
Dans les années 50, Cockerill a imaginé qu'un mouvement d'air pourrait déplacer quelque chose d'assez grand. Et c'est ce qu'il a prouvé avec une expérience, utilisant une boîte de conserve pouvant soulever des poids. Cela a démontré le principe et il a été amélioré pendant plusieurs années. L'effet de sol, si on veut l'illustrer d'une façon assez simple, vous prenez une table très lisse et vous lancez délicatement une feuille de papier. Vous verrez que cette feuille de papier se met à glisser sur la table sans la toucher. C'est l'effet de sol, c'est-à-dire c'est une très mince couche d'air, un petit film d'air qui sert de sustentateur à cette feuille qui va glisser donc jusqu'à ce qu'effectivement l'air s'échappe et la feuille se repose ensuite sur la table. Donc l'histoire du coussin d'air, ça commence à la fin des années 50 et ça commence surtout au début des années 60 avec les premières réalisations côté anglais et côté français avec des appareils qu'on a appelés les terraplanes qui étaient des prototypes de camions de piste. S'il possède 2 roues, c'est uniquement pour le guider et le propulser. Il sillonnera probablement demain, amélioré, les grands espaces de l'Afrique ou de l'Asie, où les routes manquent et où on n'a pas l'argent nécessaire pour les construire. Il pourra franchir les obstacles et les cours d'eau, car il est amphibie. Mais pour l'instant, le prototype ressemble à un gros hippopotame qui prendrait son bain. À partir de là, effectivement, un certain nombre d'idées sont venues. Bien entendu, des véhicules marins permettant de circuler sur l'eau. Et en même temps, quasiment en même temps, l'idée d'un véhicule sur coussin d'air permettant de transporter des passagers. Et assez rapidement, la société Bertin s'est tournée vers ce projet et a développé en parallèle à la fois les véhicules sur mer, enfin sur eau, et les véhicules terrestres avec l'aérotrain. Et les deux développements se sont faits en parallèle. Les Anglais nous ont dit, eh bien, laissez-nous le champ libre sur les bateaux, et puis nous, on vous laissera le champ libre sur les aérotrains. Nous n'avons pas accepté, parce que c'est comme si on avait pris l'engagement de ne pas faire d'avion pour laisser un autre pays être seul maître des avions. Ni Jean Bertin, ni le gouvernement français ne semblent vraiment s'intéresser à un développement maritime du coussin d'air. On a visiblement en France plus de problèmes avec des troncs d'arbres et quelques étangs. Les rivières, les marécages ne l'arrêtent pas. Le terraplane n'a pas besoin de pont, tout au plus un plan incliné sommairement aménagé à l'entrée et à la sortie. Sa vitesse, qui peut atteindre 50 km à l'heure en terrain varié, est ici de 10 km à l'heure. Pour ce qui est de traverser la Manche, les Anglais se jettent, eux, à l'eau et tirent les premiers. C'est le projet britannique de Cockerill qui arrive en vainqueur. Une première traversée a lieu en 1959, 50 ans exactement après la première traversée de la Manche par Louis Blériot. Ils ont fait beaucoup de publicité. Oui, l'aéroglisseur, c'est le nouveau moyen de transport. Grandiose. Il peut aller partout. Donc, dans les 5 ou 6 années suivantes, ils ont expérimenté des appareils plus grands, plus performants et toutes sortes d'idées de développement. Les premiers vols avec passagers entre Calais et Douvres ont lieu 7 ans plus tard, en 1966, avec le premier aéroglisseur commercial construit en série dans le sud de l'Angleterre. Il a beau n'avoir que la taille d'un autobus, il rencontre un énorme succès au niveau international et on pense déjà à l'exporter à travers le monde. Lors de l'inauguration de la ligne Transmanche, Charles de Gaulle, président de la République française, toujours revanchard contre les Anglais, vient lui-même essayer ce nouveau moyen de transport lors d'une visite à Calais, tout un symbole. Amusement garanti pour les quelques passagers, mais aussi pour les Calaisiens venus en foule assister au décollage de cette drôle de machine. Ce gros jouet rentre dans la conscience collective de la jeune génération et on lui donne un nom, l'aéroglisseur, ou plutôt l'Hovercraft, car les Anglais ont le vent en poupe.
Alors que la société de Jean Bertin, soutenue par le gouvernement de Charles de Gaulle, privilégie toujours ses essais d'aérotrain pour traverser les contrées françaises, les Anglais, eux, avancent à grands pas. Ils vont rapidement transformer leur essai et asseoir leur suprématie, car 2 ans plus tard, ils mettent en service le plus grand aéroglisseur construit à l'époque, avec une vitesse avoisinant les 120 km/h. Le futur modèle britannique est conçu pour transporter plus de 250 passagers et une trentaine de voitures. Alors qu'il ne s'agit que de prototypes, il fonctionne à merveille et ce ne sont pas moins de 6 exemplaires qui, au son des Beatles et des Rolling Stones, vont prendre la mer. Par rapport au ferry, disons que l'avantage déjà c'est la vitesse. Donc ça traversait quand même, sur Calais on a un peu moins de 30 minutes, sur Boulogne à peu près en 35 minutes quand il faisait beau. Donc c'était quand même l'avantage pour une liaison Boulogne-Douvres-Folkestone qui était entre 1h30 et 1h50. Et donc, c'était très physique. En Angleterre, on appelle ça conduire avec les fesses. Vous pilotez et sentez vous-même les mouvements de la machine. Et 70 nœuds sur un engin, donc 70 nœuds, 130 km/h, donc c'est une vitesse qui est phénoménale sur l'eau. Et on a l'impression que les bateaux arrivent sur vous avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. Il y avait 2 positions intéressantes pour les officiers de l'aéroglisseur. C'était la position de pilote et la position de navigateur. Parce que quand on n'y voyait rien, le seul qui y voyait quelque chose, c'est celui qui était au radar. On s'apercevait que les commandants de bord ou les personnels navigants avaient eu beaucoup de cheveux gris très rapidement. En 1969, alors que le supersonique Concorde, véritable symbole de l'entente cordiale, en est encore à ses essais de vol, les aéroglisseurs anglais dominent les ferries sur la Manche. Ils donnent l'impression aux passagers de naviguer dans un monde futur et rencontrent un grand succès. Effectuant plus d'une trentaine de traversées chaque jour entre les ports français et anglais, les 2 compagnies existantes, Overloyd et Seaspeed, majoritairement britanniques, jouent la carte de l'élitisme en se partageant une clientèle d'hommes d'affaires pressés, de têtes couronnées et de stars plutôt aisées, avec fréquemment des Rolls et des Jaguars à bord, laissant aux vieux ferries les semi-remorques et les autocars de touristes. L'ambiance à bord, c'est vrai que c'était plus aviation, puisqu'on avait les hôtesses, alors qu'à bord des ferries, on n'avait pas ce système. Et je crois que c'est ça qui a fait un petit peu l'attrait au départ, parce que la clientèle des Overcraft, c'était une clientèle qui était plus aisée. Et on a eu des gens relativement célèbres qui sont passés. Je ne crois pas qu'ils aient eu beaucoup d'intérêt à la vitesse. Mais c'était le fait qu'on pouvait les prendre en charge discrètement, selon les desiderata de leurs agents, etc. Et ils n'avaient pas à traîner sur un pont de bateau ou dans une cafétéria au milieu de 500 personnes, quoi. Nous avons eu des rois, le Norodom Sihanouk, bon, il y a eu la princesse Margaret, évidemment, qui est venue pour le baptême. Il y a eu le prince Régnier, puis des personnes de l'État aussi, des ministres. Et là, on avait des instructions qui nous arrivaient de notre centrale réservation anglaise en disant « Vous serez tel et tel personnage sur tel et tel vol, prenez les précautions d'usage. » Alors, il ne fallait absolument pas que ces gens-là soient importunés, entre guillemets, par le public. Hein. Alors peut-être qu'on se la pétait un peu parce que bon, on n'était plus second capitaine, on était copilote, on n'était plus commandant, on était pilote. Donc c'est vrai qu'on disait qu'on volait alors que bon, on était à 1,20 m au-dessus de la surface de l'eau. C'était du vol mais à basse altitude, on va dire. Vous préférez le travail à l'overport que le travail sur le craft? C'est-à-dire que j'ai jamais essayé sur le craft, mais je crois que je préfère être ici. Pourquoi? Surtout quand le temps est mauvais.
Enfin, le travail sur le craft n'est pas agréable quand le temps est mauvais. Ici, on a toujours la chance de faire une rencontre, passagers assez important. Alors le seul inconvénient, c'est dès qu'on avait un peu de mer, alors là, les pauvres passagers, ils étaient 3 fois plus malades qu'à bord d'un bateau. Quand il faisait très mauvais au milieu de la Manche, le commandant était obligé de rentrer sur le Boulogne. Et là, on débarquait les passagers. Nous les mettions sur des bateaux à Calais, donc il fallait faire des transferts par autocar. Alors là, évidemment, il y avait pas mal de mécontentement. La meilleure chose avec ces aéroglisseurs, c'est qu'ils pouvaient naviguer toute l'année, par tout temps. Malheureusement, si la machine pouvait le supporter, ce n'était pas vraiment le cas des passagers. Quand le temps était mauvais, le voyage était 2 fois plus long, 2 fois plus dur, et beaucoup de passagers étaient malades. Puis quand ils avaient le mal de mer, les hôtesses arrivaient avec leurs petits sacs vomitifs. Tout se passait bien quand même. Mis à part les sacs de vomi déambulant dans les mains des hôtesses, tout se serait bien passé dans le meilleur des mondes si en 1973 les pays producteurs de pétrole n'avaient pas décidé d'augmenter leurs tarifs. Les Français râlent quand ils remplissent leurs réservoirs à la station-service et les jeunes du baby-boom, en voyant les mouettes engluées dans les marées noires, prennent conscience des risques de pollution liés au pétrole. Ces angoisses freinent une certaine idée du progrès. Les envolées futuristes laissent place à un retour sur Terre. Les grands projets technologiques prennent du plomb dans l'aile, comme pour le Concorde, qui voit ses promesses d'achat se réduire. L'idée de multiplier les aéroglisseurs sur la planète fait grincer des dents, un hovercraft consommant jusqu'à 5000 litres de kérosène par heure. Ça nous a marqué profondément parce que ces machines-là sont des grandes machines gourmandes. Au point de vue kérosène, ça marche pas à l'eau, ces bêtes-là. C'est du kérosène, même si c'est en détaxe internationale, il faut la payer, quoi, la note. Dans les comptes d'exploitation prévisionnels, le carburant comptait pour beaucoup déjà. Et comme il y avait peu de personnel à bord, le personnel comptait pour pas grand-chose, ou beaucoup moins. Mais quand vous avez du carburant qui double, triple, quadruple en l'espace de 2 ans, votre compte d'exploitation, il est totalement détruit. Le reproche classique qu'on faisait à ces engins, d'ailleurs qu'on faisait également à l'aérotrain, à mon avis de façon erronée, c'était premièrement le bruit et deuxièmement la consommation d'énergie. En France, au niveau politique, on remet tout à plat. L'aérotrain de Jean Bertin est abandonné par le gouvernement français. Cette décision profite à la compagnie ferroviaire française, la SNCF, qui voit ainsi la possibilité de développer son propre projet de train à grande vitesse, le futur TGV. Jean Bertin ne s'en remettra pas. Finalement, il décède en décembre 1975 d'un cancer qui n'est sans doute pas lié à cette affaire, mais il était sans doute très éprouvé par toutes ces affaires. Pourtant, au même moment, le nombre de voyageurs voulant traverser la Manche ne cesse d'augmenter. Durant les années 70, il double même et on prévoit pas moins de 10 millions de passagers par an à la fin de la décennie. Un projet de tunnel ferroviaire sous la Manche commence à être creusé et pourrait résoudre le problème du pétrole, mais il va être rapidement abandonné. Des travaux sont entamés, plusieurs centaines de mètres sont creusés en France et en Angleterre. Et en janvier 1975, l'Angleterre étant frappée par une crise économique importante, elle se désengage de ce projet. Et ça a donc relancé un intérêt en fait, pour les traversées transmanche, tant pour les ferries que pour les aéroglisseurs. Et c'est ce qui a décidé la SNCF à finalement passer commande d'aéroglisseurs sur la Manche parce que la SNCF et les Anglais étaient partenaires au sein d'une société qui s'appelait Sealink, qui exploitait des ferries sur la Manche. L'entreprise de Jean Bertin survit à peine après la mort de son créateur et de ses projets d'aérotrain. Avec cette nouvelle commande d'engins tournés vers une exploitation maritime, tout le monde se remet au travail. Il existe bien quelques projets d'aéroglisseurs marins dans les bureaux de la société, dont certains plus petits ont fait leurs preuves en se baladant le long de la Côte d'Azur ou dans l'estuaire de la Gironde, mais aucun appareil n'avait jusqu'alors rivalisé avec le Jumbo anglais.
C'est l'occasion pour les ingénieurs français de remonter au score. Un énorme projet appuyé par le gouvernement français et pour une fois par la SNCF est construit à Pauillac dans une nouvelle usine gigantesque dans la Gironde. Le N500, nouveau fleuron du savoir-faire français, cherche à dépasser le modèle anglais par sa taille et ses performances. Il pourra transporter 400 passagers, plus de 50 voitures, ainsi que des camions et des autocars. Il profitera des dernières technologies made in France en termes d'électronique embarquée et de nouvelles jupes de sustentation. Le 30 novembre 1977, lorsque le Naviplane se présente devant Boulogne, c'est enfin sur la Manche l'espoir de voir tomber un monopole britannique, celui de ces engins de transport qui volent mais ne sont pas des avions, qui sillonnent le Channel mais ne sont pas des bateaux. Les aéroglisseurs de la British Overcraft Corporation, les SRN4, sont très nettement surclassés par l'engin tricolore, en vitesse comme en capacité. Pour en arriver là, il a fallu à la technologie française du coussin d'air surmonter un terrible coup dur après avoir acquis une solide expérience. Il était plutôt bien conçu et sur beaucoup de points, le N500 dépassait clairement le modèle anglais. On était vraiment sur un engin hyper moderne, on était sur un engin qui sortait de l'ordinaire, qui était quand même au point de vue technicité, au point de vue capacité, qui était quelque chose d'un fleuron de l'industrie française. Les Français ont construit leur aéroglisseur en voyant grand dès le début, avec un double étage. Les passagers au-dessus et en dessous des voitures et même des camions et des bus. Alors ça marchait bien sur le papier, mais en réalité, la machine devenait trop lourde et elle ne pouvait au final n'être remplie qu'aux 2 tiers. Nous avions l'option en Grande-Bretagne soit d'acheter de plus grands aéroglisseurs, soit de rallonger ceux que nous avions déjà. On a donc coupé nos machines en 2 et mis une rallonge, ce qui a permis de transporter 61 véhicules. Les SRN4 ont été conçus par des gens de culture maritime. Alors que le Jean Bertin a été, je pense, et ce n'est pas leur faire un procès, par des gens de culture aérienne. Et ça change beaucoup de choses. D'abord, en termes de diverses résistances des composants, etc., dans l'aviation, on n'a pas besoin de choses aussi solides. Hein, parce que la mer à 40 nœuds, c'est quand même très, très, très dur. Donc, il y avait ça. L'anglais, c'était 4 turbines qui étaient pour la propulsion, qui étaient centrées sur les côtés de l'engin, alors que nous, elles étaient à l'arrière. Ce qui nous donnait, au point de vue propulsion, plus de vitesse que les Anglais. Puisque c'est Jean Bertin qui a les records de traversée, alors non homologués, mais qui a les records de traversée, puisqu'on a fait les traversées à près de 70 nœuds, à près de 130 km/h. Sur le modèle anglais, vous avez 4 hélices, une à chaque coin, qui peuvent pivoter à 35 degrés, ce qui rendait la machine extrêmement manœuvrable. Pour le modèle français, qui n'avait que 3 hélices toutes fixes et toutes positionnées à l'arrière, c'était plus compliqué. L'aéroglisseur anglais avait un look un peu rafistolé avec ses vieilles hélices. Le modèle français, lui, était comme le Concorde, très élégant, très beau. Les Britanniques ont suggéré quelques idées aux Français pour améliorer leur modèle, mais malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Je me souviens un jour, quand l'aéroglisseur français était en train d'arriver, il est monté sur la plateforme d'atterrissage qui était vide à ce moment-là. Il a directement fait un demi-tour pour se retrouver face à la mer. J'ai trouvé ça incroyable. Du coup, je suis allé voir le pilote du N500 en cabine et je lui ai demandé « Comment avez-vous fait ça ? C'était magnifique !» Et le commandant s'est tourné vers moi et m'a répondu « Je n'en sais rien, Brian. J'ai complètement perdu le contrôle. » L'aéroglisseur français N500 brûle quelques jours avant sa mise en service. Il était le plus grand du monde.
L'orgueil de la spécialité française des aéroglisseurs, le plus grand naviplane du monde, le Côte d'Argent, devait être en quelque sorte inauguré samedi prochain par le secrétaire d'État au transport et de nombreux invités. Les essais avaient été satisfaisants, tout marchait bien, les travaux de finition étaient en cours. Hélas, hélas, il n'y a plus de naviplane Côte d'Argent. Il a entièrement brûlé. Et donc nous avons eu l'amère surprise de voir ce qui était pour nous une perspective d'avenir s'en aller en fumée. Voilà. Cette épave, c'est tout ce qu'il reste du prototype numéro 1 du naviplane N500, détruit la nuit dernière par un incendie provoqué par l'éclatement d'une ampoule de 24 volts à l'instant où des ouvriers, à l'aide de colle et de solvant, ajustaient les jupes qui servent à maintenir en vol l'appareil. Cet aéroglisseur, le plus grand du monde, 385 passagers, 65 voitures, avait effectué son premier vol sur la Gironde le 19 avril dernier et devait entrer en service sur la Manche vers le 15 juillet, entre Boulogne et Douvres. Un deuxième appareil, cependant de même type et de même capacité, est en voie d'achèvement dans l'usine de Pauillac. Commandé par la SNCF, le prototype numéro 2, ici encore sur son berceau, devrait effectuer son premier vol sur l'eau comme prévu début juillet pour entrer en service sur la Manche courant août. Et donc finalement, c'est un seul aéroglisseur qui à l'origine devait s'appeler le Côte d'Opale et qui finalement a été rebaptisé Ingénieur Jean Bertin, peut-être un geste de la SNCF, peut-être pour se faire pardonner de l'affaire Aérotrain, peut-être, je ne sais pas exactement. Il faut quand même recontextualiser les choses. Jean Bertin est décédé en décembre 1975, et donc forcément, c'était voilà, au moment de la construction du naviplane N500, et c'était assez normal finalement que cet appareil s'appelle l'ingénieur Jean Bertin. Aux yeux des Aquitains, la réussite se confirme. Mais comme pour l'avion supersonique, la technologie de pointe fait peur. Avec ce naviplane, elle inquiète aussi les Britanniques, solidement implantés sur la Manche avec leurs Overcraft. Et quand, fin novembre, le N500-02 quitte Pauillac et l'Aquitaine, au petit matin, il est le seul exemplaire commandé. La première mondiale qu'il réalise en reliant Pauillac à Boulogne par mer ne suffira pas à déclencher de nouvelles commandes ou des prises d'options. Il faut, dit-on, attendre les essais sur la Manche et l'exploitation commerciale. C'est la rançon des prototypes dans ces nouvelles générations d'engins. Et le deuxième exemplaire a connu les mêmes problèmes. Comme le premier avait pris feu, le deuxième devait être amélioré, être meilleur. Plus grand, plus fort, plus lourd. Du coup, ça n'a pas aussi bien marché. Cette nouvelle machine était trop élaborée. Et malheureusement, dès les premiers mois, il n'a pas une très grande fiabilité et il rate de nombreux vols puisqu'il est souvent arrêté pour des causes techniques. Finalement, c'est un peu une déception parce qu'on avait annoncé, à l'époque c'était le plus grand aéroglisseur du monde, et on avait annoncé qu'il allait complètement supplanter les appareils anglais, et dans la réalité, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. De toute façon, le N500 ingénieur Bertin entrera en service au printemps sur la ligne Boulogne-Douvres, et pour le compte de la SNCF, rien ne prouve que la société française ne va pas se décider pour un autre naviplane tricolore. Rien ne prouve non plus que sa rivale, la compagnie britannique Overlord, ne se laissera pas séduire par les qualités du Concorde aquitain. Toutes les nations veulent avoir leurs propres inventions et les Français voulaient que leur engin soit le meilleur. Aussi, quand les Britanniques ont voulu les assister, les Français ont refusé. C'est assez triste car cette coopération aurait très bien fonctionné. De plus, je pense qu'il y avait un souci entre Anglais et Français sur les brevets concernant les hélices et le système de jupe. Donc la société de Jean Bertin, la CEDAM, a développé ses propres projets de naviplane avec des jupes différentes de forme conique, alors que les modèles anglais utilisaient des bags. Et c'est sans doute là qu'ils ont fait fausse route.
Les Anglais sont partis sur un autre système, ils ont créé ce qu'on appelle le BAG. Ça consiste en fait à créer une sorte de boudin gonflable tout autour de la machine et à injecter de l'air à l'intérieur de ce boudin et sous ce boudin. Dans les faits, il n'y a pas forcément une énorme différence entre les deux systèmes. Je pense que l'équipe Bertin avait breveté en fait son système et que les Anglais ont dû inventer quelque chose d'autre de manière à ne pas utiliser un brevet français. Les Anglais avaient leur propre technologie avec leur propre brevet et il était hors de question pour les Français de leur payer des royalties. Mais je pense que si les Anglais et les Français s'étaient mis d'accord, eh bien, on aurait sans doute encore des aéroglisseurs sur la Manche aujourd'hui. SNCF, jusqu'ici, affichait une certaine inquiétude quant à la fiabilité du naviplane après les pannes successives de l'appareil en exploitation. Des défauts de jeunesse inévitables au dire des ingénieurs de la SEDA. On peut dire que ces difficultés sont maintenant surmontées grâce aux modifications étudiées par les techniciens sur une maquette au 7e et testée sur le lac d'Ourtin. Ainsi, le naviplane numéro 3 offrira à la SNCF une charge marchande supplémentaire de 30 tonnes, de nouveaux coussins d'air et un nouveau système de jus. Le modèle français ne plaît pas aux décisionnaires anglais. Trop cher, trop difficile à piloter, trop fragile, trop français. Toujours est-il que le N500 semble être né trop tard. Les Anglais, usant de leur notoriété maritime depuis plus d'un siècle, ne sont pas prêts à faire des concessions aux Français. L'entente cordiale entre les deux pays est mise à mal. Le seul engin français existant subit de nombreuses pannes et devient encombrant pour la SNCF. Malheureusement, en devenant plus lourd, il devait embarquer moins de passagers et de véhicules, ce qui n'était plus aussi rentable. En plus, à marée basse, l'engin ne pouvait pas monter sur la plateforme d'atterrissage à Douvres. C'était un peu un désastre. Il y avait 6 appareils anglais qui tournaient plutôt bien. Et puis eux, ils traînaient des problèmes de maintenance sur la machine, des problèmes de fiabilité. L'équipe de maintenance de l'aéroglisseur français, donc du Naviplane N500, a énormément souffert des problèmes de fiabilité de la machine. Donc forcément, la société a estimé que la maintenance du Naviplane N500 leur coûtait trop cher pour une technologie qui était complètement différente de la technologie anglaise et a donc essayé de se débarrasser du N500 par tous les moyens. Donc la première chose, c'est qu'ils ont dit que la machine, pourtant modifiée, est devenue complètement fiable avec des performances exceptionnelles. Ils ont dit que la machine ne répondait pas au cahier des charges et ils ont profité en fait d'une panne malheureuse du Naviplane N500 pour le rendre à la SNCF en estimant que décidément cette machine n'était pas fiable et ne pouvait pas rentrer en exploitation correcte sur la Manche. Les marins anglais et les marins français ne s'aiment pas tendrement. Et donc on a toujours lutté. Et là, le fait que nous, on était le seul appareil franco-français à naviguer pour une compagnie anglaise, a fait que lorsqu'il y a eu cet accident, cette panne technique, a fait que les Anglais n'ont pas voulu réparer. Alors que ce n'était pas une panne qui mettait vraiment l'exploitation commerciale en jeu. Le Jean Bertin coûtait cher et les autres coûtaient un peu moins cher puisqu'ils avaient moins de puissance. Et ils étaient anglais. Je suis méchant, là. À Pauillac, le gigantesque hangar où sont nés les N500 est toujours debout. Il a été revendu et entrepose aujourd'hui des bouteilles de Bordeaux, un produit sans aucun doute plus facile à écouler. La France a du mal à accepter l'innovation parce qu'on aime bien ce qui existe, ce qui est acquis, et on a du mal à changer de système. On le voit bien en politique, on le voit bien en social. Aujourd'hui, c'est un pays qui est bloqué parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses. Et il faut vraiment des situations, je ne dirais pas révolutionnaires, mais enfin, en tous les cas, un peu exceptionnelles pour arriver à faire bouger les choses. On se doutait très fort qu'il y aurait des problèmes pour prévoir l'avenir, quoi. Qui dans le monde... Quel est le chantier qui allait sortir des plans d'un nouvel appareil, une nouvelle conception, etc. Personne. Et pire encore, financièrement, qui était prêt à mettre beaucoup de dollars sur la table pour s'engager dans cette voie-là, quoi. Personne. Avec 5 engins, vous pouvez échanger des pièces plus facilement. Mais avec juste un seul N500, c'est très difficile.
La machine a été rendue à la SNCF donc en 1983, en juillet 1983, et est restée à Boulogne sur l'Overport jusqu'en 1985 où elle a été ferriée. Cette guéguerre technologique, tel un combat de clochers, ne cache pas les véritables soucis pour les aéroglisseurs. D'un côté, le pétrole continue d'augmenter durant les années 70, rendant les machines beaucoup moins rentables. De l'autre, l'effet de surprise de l'invention a disparu et l'aspect futuriste ne fait plus vraiment rêver. Les ferries, eux, continuent à faire du chiffre grâce au fret et à une clientèle qui se tourne vers des tarifs moins élevés. Au-delà, malgré ces divers retards et abandons, on parle de plus en plus de la reprise du chantier du tunnel sous la Manche entre Calais et Douvres. Les deux compagnies qui exploitent les aéroglisseurs doivent se réinventer pour survivre. Il faut attirer un maximum de clients et remplir les appareils. Cela tombe bien, les baby boomers, devenus adultes, rêvent de voyage. La fréquentation des traversées transmanche en ferry ou en aéroglisseur est passée de 4 à 10 millions de passagers par an. On change de stratégie commerciale avec des tarifs revus à la baisse. Il est dorénavant possible pour les petites bourses de s'offrir un voyage à Londres ou à Paris. Dans les aéroglisseurs, les Rolls laissent la place aux 2 chevaux et aux voyages organisés pour les groupes de touristes. Les piétons qui vont passer la journée à Londres sont invités à monter dans le bus qui les conduira dans la capitale britannique, l'hôtesse leur prodiguant de nombreux conseils pour réaliser de bonnes affaires. Bon, alors pour la monnaie anglaise, le système est simplifié parce que maintenant la livre est divisée en 100 pence, qui est beaucoup plus simple. Et le cours à peu près 8,95 francs aujourd'hui sur le bateau. Le marché britannique était fou à ce moment-là pour venir passer la journée à Calais. Et en plus, s'ils pouvaient acheter les produits hors taxe, c'était tout gagnant, quoi. Que ce soit du tabac, de l'alcool, c'était gagnant. Ah bon, à la suite de ça, évidemment que ça s'est démocratisé. Nous avions des trains qui arrivaient de Londres, donc ça nous remplissait les engins. Nous avions aussi beaucoup de groupes avec des compagnies d'autocars. Donc là, c'était des troisième âge, etc. Il y avait pas mal d'écoles aussi. On était peut-être précurseurs des Eurolines et autres, mais c'était dans les années, fin des années 70, début des années 80. C'est-à-dire que pour que ça marche, il fallait que le pétrole ne soit pas trop cher, il fallait que les équipages ne soient pas trop chers, il fallait qu'on puisse maintenir une cadence commerciale régulière et ne pas arrêter dès qu'il y avait du mauvais temps, etc. Ce qui a aussi contribué à l'arrêt des overcraft. Overspeed, société qui regroupe dorénavant les 2 anciennes sociétés Overloyd et Seaspeed, doit lutter contre la chute de son chiffre d'affaires. On mise sur les coureurs de bière, ces Day Strippers ou Beer Runners sont des passagers anglais d'un type nouveau. Ils traversent la Manche plusieurs fois par jour pour acheter en grosse quantité, dans les boutiques du duty free, l'alcool et les cigarettes hors de prix dans leur pays. C'est sans aucun doute grâce à ce business lucratif, presque la moitié du chiffre d'affaires d'Overspeed, que les aéroglisseurs peuvent encore tenir jusqu'en 1999, date de la fin des boutiques hors taxes entre pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, sur 200 voyageurs, 180 passagers sont des runners. Ils n'ont pas une minute à perdre avant d'envahir la boutique hors taxe. Rien d'illégal jusqu'ici, les douaniers se contentent de quelques contrôles de routine. Il y avait un très beau choix, des belles boutiques à terre. Et puis sur le Overcraft, évidemment, les hôtesses vendaient les produits. Et ça fonctionnait bien, il n'y a pas de doute. Next time, cross the channel the streamlined way. It's fast. It's got style. Good morning, ladies and gentlemen. It's a beautiful day. We'll be traveling at 60 miles an hour, and we're expecting to cross in just 35 minutes. How do we get to fast, Dad? You can buy drinks and duty-frees on board, and there's a seat for every passenger. 2 copies to Pierre in Paris. And will you book lunch at Maxine's tomorrow? Yes, of course. And it makes more frequent crossings than anyone else. Hover Speed, streamlining the channel.
Il y avait des voyageurs anglais en fait, qui achetaient des alcools et qui arrivaient ensuite à Douvres. Ces alcools étaient récupérés dans des camionnettes et allaient alimenter les bars alentours. Voilà, donc je me rappelle à l'époque, il y avait un forfait, je crois, on pouvait faire un aller-retour pour 1 livre, je crois, quelque chose comme ça, ce qui était absolument pas cher. En revanche, les gens, effectivement, étaient invités à passer par la zone duty-free. Et donc, effectivement, je pense que dans les dernières années, c'est un petit peu, peut-être que j'exagère un petit peu, mais dans les dernières années, je pense que les aéroglisseurs ont transporté sur la Manche plus d'alcool que de passagers. Le couperet tombe finalement sur les aéroglisseurs quelques années avant la fin du duty-free. En 1994, le tunnel sous la Manche est finalement inauguré. La concurrence est fatale aux overcraft. Côté passagers, les avis sont partagés selon que l'on se trouve d'un côté ou l'autre de la Manche. Une majorité de Français devrait opter pour le tunnel. Je pense que je prendrai le tunnel. Ce sera beaucoup plus rapide. Ah oui, on l'essaiera. Oh oui, d'autant plus qu'on habite à côté, il n'y a pas de problème. C'est quand même quelque chose d'intéressant, une expérience importante. Les Britanniques, eux, sont nettement plus réservés. Moi, j'aime pas le tunnel et je ne l'utiliserai pas. Je préfère être au-dessus de la mer plutôt qu'en dessous. Je suis anglais, je n'aime rien qui puisse me relier à quelqu'un d'autre. Je suis d'une race d'insulaires. Et oui, la vraie question est peut-être là. Pour beaucoup de Britanniques, la seule idée d'un cordon ombilical les reliant au reste du monde est encore tout simplement insupportable. Presque au même moment, l'achat par Overspeed de catamarans géants, les fameux Sea Cats, presque aussi rapides, capables de transporter jusqu'à 450 passagers et 80 voitures, et surtout beaucoup moins gourmands en carburant, vont sceller le sort des derniers appareils à coussin d'air, dont d'ailleurs il n'existe quasiment plus de pièces de rechange. Le Sea Cat, c'était juste un catamaran rapide qui allait à 70 km/h. J'ai travaillé dessus pendant 2 ans et j'ai vraiment détesté ça. Un des problèmes avec les deux modèles d'Overcraft, c'est qu'ils ne pouvaient transporter que 50 ou 60 véhicules. Quand les Sea Cats fabriqués en Australie sont arrivés, ils pouvaient transporter jusqu'à 150 véhicules. Et c'est ça qui générait les bénéfices. Donc, le Sea Cat a pris l'avantage. Pendant un temps, les Sea Cats et les aéroglisseurs anglais ont traversé la Manche ensemble pour le compte de la même compagnie, Overspeed. Mais les passagers qui payaient un ticket demandaient tous à aller sur l'Overcraft, qui non seulement était plus rapide, mais aussi qui mettait moins de temps à l'embarquement et au débarquement. L'Overcraft avait un nombre de rotations beaucoup plus important. En 1999, Sir Christopher Cockerell tire sa révérence et rejoint Jean Bertin là-haut, beaucoup plus haut que le niveau de la mer. Il aurait sans doute aimé voir ses jouets évoluer, mais finalement, non. Il décide de mourir la même année qui condamne les overcraft transmanche. C'est une page qui se tourne. Le problème, c'est que des aéroglisseurs, c'est que c'est des appareils qui ont été très solides. Ce qui fait qu'ils n'ont pas prévu assez vite les remplaçants. Et quand ils ont éventuellement prévu les remplaçants, on a annoncé le tunnel sous la Manche avec la fin des boutiques hors taxes et tout. Un aéroglisseur, ça coûte cher parce qu'il y a les jupes quand même qui sont à remplacer assez souvent, à réparer. C'est du kérosène parce que ce sont des turbines d'avion. Hélas, puis les appareils datant de 68, 69, pour ceux qui venaient à Boulogne, là, les deux princesses, on arrivait en 2000, ça faisait quand même une... Disons qu'ils ont été victimes d'être trop solides. Quelle ironie que l'imaginaire de l'an 2000, si cher aux enfants du baby-boom, s'arrête justement cette année-là. Le Concorde vient d'être définitivement cloué au sol après son premier crash. Au même moment, le dernier Overcraft fait son tour d'adieu face à ses anciens équipages et à une foule nostalgique.
Un dernier hommage est rendu par les habitants à une machine qui faisait partie de leur paysage depuis plus de 30 ans. C'était assez émouvant, notamment quand les appareils repartaient, ils tournaient sur eux-mêmes pour rejoindre la mer. Et c'était quelque chose de part, même si ce sont des machines, ça fait quand même quelque chose, en sachant que c'est la dernière fois qu'on ne les reverra plus, quoi. Il y a une espèce de fraternité là qui existe parmi tous ces gens-là. Pour eux, c'est une période de leur vie qui a beaucoup compté. Et on a vécu des choses qui n'étaient pas ordinaires, quoi, finalement. Le capitaine, l'équipage, les hôtesses, les responsables au sol, c'était un mélange de Français et d'Anglais qui travaillaient ensemble. Il y avait beaucoup de rapports entre les deux pays et les overports de chaque côté de la Manche. Une vraie résonance de l'entente cordiale. Des deux côtés de la Manche, que ce soit à Calais, Ramsgate, Douvres ou Boulogne-sur-Mer, les overports ont été rasés. Il ne reste rien, à peine quelques ruines subsistent au milieu des sables et des bourrasques. À Boulogne, ce qui semble être un mauvais souvenir s'efface lentement comme une cicatrice trop longtemps douloureuse. Après le dernier vol sur la Manche, les Overcraft n'ont pas dit leur dernier mot. Des modèles, certes plus petits, servent à travers le monde, parfois pour des opérations de secours, dans des zones inaccessibles, tantôt pour s'amuser tout simplement sur les plages du littoral. Les plus gros modèles, toujours en service aujourd'hui, sont militaires et servent de barges de débarquement pour des opérations d'invasion russe, chinoise ou américaine. Un peu comme si nous avions bouclé la boucle après quelques décennies de paix mondiale. Les Anglais, eux, n'ont pas oublié leurs overcraft. Dans le Hampshire, au sud de l'Angleterre, précisément là où sont nés les overcraft, on garde précieusement dans un musée les dernières reliques qui ont fait la fierté de la région. À mon avis, les Anglais sont plus patrimoine. Ils essaient de sauvegarder, je vois, côté maritime ou bâtiment, mais enfin, on va parler surtout maritime, puisque d'ailleurs, en Angleterre, pas loin de Portsmouth, il y a le musée de l'aéroglisseur. Mais ils ont pu sauver le Princess Anne. Le Princess Anne, donc, c'est le deuxième qui a été mis en service en 1969. Des gens viennent de France pour visiter l'Overcraft Princess Anne et retrouver leurs souvenirs de traversée entre Calais et Douvres. Ils revivent ces moments où ils ne voyaient rien à cause des embruns sur les vitres, où ça secouait dans tous les sens, où ils tombaient malades et essayaient d'atteindre le sac à vomi. Moi, quand je voyageais en Overcraft, je me mettais toujours à l'arrière, la meilleure des places, ou alors dans la cabine de pilotage. Mais c'est une belle histoire de voir les gens revenir, s'asseoir à la place qu'ils occupaient 20 ans auparavant. Depuis 50 ans, à quelques kilomètres de là, subsiste une ligne entre Portsmouth et l'île de Wight. Rapide et consommant moins que ses aïeuls, il est très utile pour les habitants de l'île et ne désemplit jamais. Des curieux du monde entier viennent essayer ce moyen de transport d'un autre âge, des touristes, mais aussi beaucoup de baby-boomers, nostalgiques d'un âge où les rêves devenaient souvent réalité. À ma connaissance, c'est la seule compagnie au monde qui existe encore, c'est Overtravel, qui va entre le Portsmouth et puis l'île de Wight, qui, chaque année, fait plusieurs voyages vers le musée de l'aéroglisseur. Donc, il emmène des gens et ils peuvent aller passer un certain temps au musée. Et après, ils repartent sur la piste qui est devant,
le musée. Ça, je trouve que c'est formidable. Vous pouvez voir les enfants, leurs yeux brillent. Je pense que ce qui se passe quand ils voient l'aéroglisseur traverser entre l'île de Wight et Portsmouth, qu'ils le voient planer sur l'eau, ils pensent « Wow, est-ce possible? Est-ce que je rêve ?» Mais non, c'est vraiment réel. C'est pourquoi moi, en tant que grand enfant, je les aime encore après 25 ans. Vous savez, je suis toujours très passionné par le fait de m'asseoir dans un hovercraft, de le piloter. C'est ce que j'ai fait pendant une période. Vous obtenez un frisson et cette excitation d'être sur l'eau en évitant les bateaux, les ferries, les plaisanciers. Il y a une passion pour ça, vous savez. Et si nous pouvons transmettre cette passion pour les plus jeunes, alors nous faisons une bonne chose. L'une des plus belles choses est que les gens aimaient leur travail. Pourquoi ça a fonctionné à ses débuts? C'est que tout le monde y a adhéré. Il faisait partie d'une nouvelle invention, d'un nouveau rêve. Et c'était quelque chose de nouveau et d'excitant. C'était comme un spectacle de théâtre ou de cinéma. Si les gens aiment leur travail et s'y impliquent, c'est le chemin de la réussite. Et l'aéroglisseur était vraiment une entreprise heureuse où tout le monde était réuni pour ça.